Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. De cette façon, vous nous aidez à grandir encore plus. Bon voyage d'horreur. La nuit parisienne avait un charme particulier, un mélange d'histoire ancienne et de dynamisme moderne. Le bourdonnement de la ville au-dessus contrastait fortement avec le calme et l'étrangeté des tunnels du métro en dessous. Moi, Claire Martin, étudiante en littérature à la Sorbonne, je me suis souvent perdu dans le monde des livres. Pourtant, ce soir, j'étais mêlé à un mystère bien plus terrifiant et réel que n'importe quelle fiction. Pierre Dubois, mon ami le plus proche, avait disparu sans laisser de traces. Il a été vu pour la dernière fois entrant dans la station de métro Châtelet. Les jours se sont transformés en semaines et sa disparition est devenue un vide rongeant dans ma vie. L'enquête policière s'était retrouvée dans une impasse, leur manque d'urgence étant frustrant. Poussé par un besoin désespéré de réponse, j'ai décidé de prendre les choses en main. Pierre et moi avions partagé une passion pour l'écrit, passant d'innombrables heures à débattre de littérature et de philosophie. Il était le genre de personne qui illuminait une pièce par sa présence, son absence étant maintenant un gouffre béant. Je ne pouvais pas le laisser devenir une autre statistique de personnes disparues. J'ai retracé les derniers pas connus de Pierre à partir de Châtelet. La gare était animée comme d'habitude, mais un air troublant s'y accrochait maintenant. J'ai commencé à interroger les vendeurs et les navetteurs réguliers. La plupart étaient dédaigneux, mais quelques-uns se souvenaient d'avoir vu Pierre. Un homme âgé, un musicien de rue régulier, a mentionné quelque chose d'étrange. Il avait vu Pierre parler à un homme en manteau sombre, quelqu'un qu'il n'avait jamais vu auparavant. Plus j'approfondissais, plus le tableau devenait inquiétant. Des rumeurs circulaient au sujet d'un gang qui opérait dans le métro, s'attaquant aux passagers sans méfiance. Ces rumeurs indiquaient l'existence d'un sinistre réseau impliqué dans la traite des êtres humains et le prélèvement d'organes. Cela semblait trop horrible pour être vrai, mais les fragments d'informations que j'ai recueillis ont commencé à former un récit cohérent et terrifiant. J'ai passé d'innombrables nuits dans le métro, à observer, à écouter. L'environnement qui semblait autrefois banal semblait maintenant palpiter de menaces cachées. Ma persévérance a porté ses fruits lorsque j'ai remarqué une tendance. Certains trains, toujours tard dans la nuit, faisaient des arrêts imprévus sur des quais obscurs et abandonnés. Ces plateformes, oubliées du public, sont devenues mon centre d'intérêt. Une nuit, j'ai suivi l'un de ces trains, me fondant dans l'ombre. Le train s'est arrêté sur un quai qui n'est répertorié sur aucune carte actuelle, un vestige étrange et délabré d'une époque révolue. Je me suis glissé hors du train et dans l'ombre, le cœur battant. Alors que je me faufilais dans l'obscurité, je suis tombé sur une scène horrible. Dans une salle faiblement éclairée, les gens étaient retenus, les yeux écarquillés de peur. Des hommes portant des masques chirurgicaux et des tabliers se déplaçaient avec une froide précision, extrayant des organes de leurs victimes sans défense. L'ampleur de l'opération était stupéfiante. Ce n'était pas une simple bande, il s'agissait d'une opération à l'échelle industrielle. L'horreur et la rage m'ont envahi. Parmi les captifs, j'ai repéré Pierre. Il était inconscient, branché à une myriade de tubes et de machines. Mon cœur souffrait à la vue de mon ami dans un tel état de vulnérabilité. Je devais agir, mais j'étais en infériorité numérique et sans armes. Alors que je réfléchissais à mon prochain mouvement, une main s'est serrée sur ma bouche, m'entraînant dans l'ombre. J'ai lutté jusqu'à ce qu'une voix siffle dans mon oreille. « Calme-toi, je suis là pour t'aider. » C'était le détective Jean Leclerc, un flic infiltré qui avait infiltré le gang. Il enquêtait sur cette opération depuis des mois, et mes actions imprudentes avaient failli faire sauter sa couverture. Jean et moi avons élaboré un plan. Il créait une distraction, me permettant de libérer Pierre et les autres captifs. C'était un pari désespéré, mais nous n'avions pas d'autre choix. Jean a déclenché une série de petites explosions, provoquant le chaos et entraînant les hommes de main du gang. Je me précipitais aux côtés de Pierre, le déconnectant frénétiquement des machines. Il était à peine conscient, son corps affaibli par le traumatisme. Avec une force alimentée par l'adrénaline, je l'ai aidé, lui et les autres,
à se relever. Nous avons avancé rapidement, nous glissant à travers le chaos vers une sortie de secours que Jean avait indiquée. Notre évasion était périlleuse. Le gang était en plein désarroi, mais pas vaincu. Nous avons été poursuivis à travers les tunnels labyrinthiques, le bruit des pas et des cris résonnant de manière inquiétante. Au moment où nous atteignions la sortie, un coup de feu a retenti et m'a effleuré le bras. La douleur me traversait, mais j'ai persévéré, alimenté par le besoin de mettre Pierre en sécurité. Nous avons éclaté dans la nuit, trébuchant dans les bras des policiers qui nous attendaient. Jean avait appelé des renforts et les autorités sont rapidement descendues dans la chambre souterraine, arrêtant les membres du gang et mettant fin à l'opération. Pierre a été transporté d'urgence à l'hôpital et je me suis effondré d'épuisement et de soulagement. L'épreuve m'a changé irrévocablement. J'avais fait face à une obscurité dont j'ignorais l'existence, et cela a laissé une cicatrice sur mon âme. Pierre a survécu, mais le traumatisme a persisté, une ombre sur nos vies. L'expérience a déclenché en moi une détermination farouche. Je ne pouvais pas laisser d'autres subir le même sort. Je me suis consacré à dénoncer et à combattre la traite des êtres humains et les prélèvements d'organes. Mes études sont passées de la littérature au droit et à la criminologie. Je suis devenu une militante, travaillant sans relâche pour sensibiliser le public et faire pression pour des lois et une application plus stricte contre ces crimes odieux. Jean et moi sommes restés en contact, notre expérience commune forgeant un lien de compréhension tacite. La convalescence de Pierre fut lente mais régulière. Il a canalisé son épreuve dans ses écrits, créant des histoires qui font écho à notre expérience déchirante. Nous avons trouvé du réconfort dans notre amitié, en nous soutenant mutuellement tout au long du processus de guérison. La vie à Paris a continué, mais la ville avait changé pour moi. Sous sa façade romantique se cachait une obscurité que je ne pourrais jamais oublier. Pourtant, j'ai aussi vu la résilience et la force de son peuple, ainsi que le pouvoir de la détermination et de la justice. J'ai juré de continuer à me battre, de protéger les personnes vulnérables et d'honorer la survie de Pierre avec un dévouement inébranlable. C'est ainsi que mon voyage, qui a commencé par la recherche d'un ami disparu, s'est transformé en une croisade de toute une vie contre les ombres qui se cachent sous la surface de la société. Le métro parisien, autrefois symbole de la vie quotidienne, est devenu un rappel des batailles cachées qui se déroulaient dans ses profondeurs. Mais il symbolisait également l'espoir, la résilience et la poursuite incessante de la justice. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à grandir. Je m'appelle Hans Müller et je suis un employé fidèle du U-Bahn de Berlin depuis plus de 15 ans. Je connais chaque station, chaque tunnel et chaque recoin caché de ce monde souterrain tentaculaire. Mais récemment, le monde familier et réconfortant du métro a pris une teinte plus sombre et plus sinistre. Tout a commencé par des chuchotements et des rumeurs parmi mes collègues selon lesquelles des personnes disparaissaient sans laisser de traces. Au début, je les considérais comme des légendes urbaines ou des histoires exagérées. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer les motifs moi-même. Des rapports sur des personnes disparues qui ont été vues pour la dernière fois entrant dans le métro, des symboles étranges griffonnés sur les murs de tunnels rarement utilisés, et le sentiment étrange que quelque chose m'observait dans l'ombre. Une nuit, après la fin de mon service, j'ai décidé d'enquêter. La gare était presque vide, les derniers trains étant partis depuis des heures. Armé de rien d'autre qu'une lampe de poche et de ma détermination, je me suis aventuré dans les tunnels labyrinthiques sous la ville. Le silence était oppressant, rompu seulement par le bourdonnement lointain de l'électricité et le goutte à goutte occasionnel de l'eau. Au fur et à mesure que j'approfondissais, j'ai commencé à remarquer davantage de symboles étranges, grossièrement dessinés dans ce qui ressemblait à du sang. Ils semblaient former un chemin, me menant plus loin dans les entrailles du métro. Mon cœur battait la chamade, un mélange de peur et de curiosité me poussant vers l'avant. Après ce qui m'a semblé être des heures à naviguer dans les tunnels tortueux, je suis tombé sur une chambre cachée.
Le spectacle qui m'a accueilli était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Un groupe de silhouettes en robe se tenait en cercle, chantant dans une langue que je ne reconnaissais pas. Au centre du cercle se trouvait une jeune femme, ligotée et bâillonnée, les yeux écarquillés de terreur. Le chef du groupe, un homme à l'expression froide et cruelle, tenait un poignard de cérémonie en l'air, prêt à frapper. Je savais que je devais agir rapidement. Sans réfléchir, je me précipitai en avant, lui arrachant la dague des mains et attrapant la femme. Les membres de la secte furent momentanément étourdis, mais ils se remirent rapidement à leur poursuite et se mirent à leur poursuite. J'ai couru à travers les tunnels, les cris terrifiés de la femme résonnant autour de nous. D'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à leur échapper et à atteindre la surface. Une fois que nous étions en sécurité, j'ai appelé la police et je leur ai tout dit. Ils étaient sceptiques au début, mais les preuves étaient indéniables. Un raid a été mené et le culte a été démantelé. Franz, le chef, a été arrêté avec ses partisans. La jeune femme Lisa a été réunie avec sa famille et je suis devenu une sorte de héroïne locale. Mais l'expérience m'a profondément ébranlé. Les ombres qui ressemblaient autrefois à de vieux amis semblaient maintenant remplies de menaces, et le bourdonnement familier du métro avait une nuance sinistre. Je n'ai pas pu échapper aux images de cette nuit-là. L'hôtel ensanglanté, les cultistes qui chantaient et le regard du mal pur dans les yeux de Franz. Je savais que je ne pouvais pas rester à Berlin. La ville qui avait été ma maison pendant si longtemps ressemblait maintenant à une prison. J'ai donc fait mes valises et je suis parti, espérant trouver un semblant de paix et de normalité ailleurs. Mais même maintenant, dans les moments de calme, je peux encore entendre les murmures de la secte et sentir le poids de l'obscurité qui se cache sous la surface. Tout a commencé de manière assez anodine, juste quelques rapports de personnes disparues qui ont à peine atteint les dernières pages des journaux locaux. En l'espace de quelques mois cependant, les disparitions sont devenues plus fréquentes et les victimes ont partagé un point commun effrayant. Elles ont été vues pour la dernière fois entrant dans le U-Bahn. Au début, ces incidents semblaient aléatoires, des coïncidences malheureuses qui pourraient être attribuées au danger de n'importe quelle grande ville métropolitaine. Mais ensuite, un modèle a commencé à émerger. Mes collègues et moi avons commencé à remarquer des événements étranges pendant nos quarts de travail tard le soir. Les graffitis, qui semblaient d'abord être du vandalisme typique, ont pris un ton plus sombre et plus sinistre. Des symboles et des formes qui ne sont pas sans rappeler ceux que l'on trouve dans les vieux grimoires ou les manuels de sorcellerie ont commencé à apparaître sur les murs des tunnels déserts. Le sentiment de malaise qui s'était installé chez les employés du U-Bahn devenait de plus en plus palpable chaque jour qui passait. Un soir, après des semaines de malaise, j'ai décidé de prendre les choses en main. L'air était épais d'humidité et un lourd silence couvrait la station, tandis que je marchais sur toute sa longueur, lampe de poche à la main. Les derniers trains étaient arrivés et partis, et les seuls bruits étaient le bourdonnement lointain des fils électriques et le goutte à goutte occasionnel de l'eau des tuyaux qui fuyaient. Les symboles, je les remarquais, devenaient plus fréquents et détaillés au fur et à mesure que je m'aventurais plus profondément. C'était comme s'ils me guidaient quelque part, qu'ils me conduisaient au cœur des ténèbres qui se cachaient sous la surface animée de Berlin. Les parois du tunnel semblaient se refermer sur moi, l'air devenant plus froid et plus oppressant à chaque pas. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité à marcher, je suis tombé sur une chambre cachée. La faible lumière de ma lampe de poche a révélé une scène horrible. Un groupe de silhouettes en robe se tenait en cercle serré, la tête baissée alors qu'elles chantaient dans une langue gutturale et ancienne. Au centre du cercle, une jeune femme était allongée, ligotée et bâillonnée sur un autel de pierre, les yeux écarquillés de terreur et les larmes coulant sur son visage. Le chef du groupe, un homme de grande taille, avec une aura d'autorité et de malice, tenait un poignard de cérémonie au-dessus de sa tête, prêt à le plonger dans son cœur. Mon souffle s'est pris dans ma gorge. Pendant un moment, j'ai été paralysé par la peur, incapable de bouger ou d'émettre un son. Mais ensuite, une poussée d'adrénaline a coulé dans mes veines et j'ai su que je devais agir.
Sans réfléchir, je me précipitais en avant et plaquais sur le chef, en voyant le poignard s'entrechoquer au sol. Les cultistes, pris au dépourvu, ont hésité une fraction de seconde avant de se jeter sur moi. Dans le chaos qui s'en est suivi, j'ai réussi à détacher la femme et à la tirer sur ses pieds. Nous nous sommes enfuis à travers les tunnels labyrinthiques, les cris des sectaires résonnant derrière nous. Mon cœur battait dans mes oreilles et mes poumons brûlaient d'effort, mais nous avons réussi à garder une longueur d'avance sur nos poursuivants. Nous avons fait irruption sur le quai d'une gare abandonnée et j'ai rapidement trouvé un téléphone fonctionnel pour appeler la police. Je leur ai tout raconté, des disparitions aux symboles en passant par le rituel dont j'avais été témoin. Les officiers qui sont arrivés étaient sceptiques, leurs expressions dubitatives en écoutant mon histoire. Mais lorsqu'ils virent l'état de la jeune femme et les preuves dans les tunnels, leur scepticisme céda la place à une sombre détermination. Un raid massif a été lancé et le culte a finalement été démantelé. Franz, le chef, a été arrêté avec ses partisans. Les autorités ont découvert une mine de preuves, des textes anciens, des outils rituels et des enregistrements des sacrifices qu'ils avaient effectués. La jeune femme, Lisa, a été réunie avec sa famille et j'ai été salué comme une héroïne par la presse locale. Mais l'expérience m'a fait des ravages. Les ombres qui ressemblaient autrefois à de vieux amis semblaient maintenant remplies de menaces et le bourdonnement familier du métro avait une nuance sinistre. Je n'ai pas pu échapper aux images de cette nuit-là. L'hôtel ensanglanté, les cultistes qui chantaient et le regard du mal pur dans les yeux de Franz. Le sommeil est devenu un refuge fugace et insaisissable, hanté par des cauchemars de tunnels sombres et des chants en écho. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, je me suis retrouvé dans l'incapacité de continuer à travailler dans le U-Bahn. Les quais de la gare, autrefois un lieu de routine et de confort, me semblaient maintenant au bord d'un abîme, prêt à m'engloutir tout entier. Les visages des passagers se brouillaient, chacun étant une menace potentielle, chaque ombre une cachette pour la malveillance. Je savais que je ne pouvais pas rester à Berlin. La ville, qui avait été ma maison pendant si longtemps, ressemblait maintenant à une prison. Ses rues et ses points de repère familiers teintés par l'obscurité que j'avais découverte. Alors, le cœur lourd, j'ai fait mes valises et je suis parti, espérant trouver un semblant de paix et de normalité ailleurs. Mais même maintenant, alors que j'essaye de reconstruire ma vie loin du U-Bahn, les ombres de cette nuit s'accrochent encore à moi. Dans les moments de calme, j'entends encore les murmures du culte et je ressens le poids de l'obscurité qui se cache sous la surface. L'expérience m'a changé irrévocablement. Un rappel que le mal peut s'envenimer dans les endroits les plus banals, cachés à la vue de tous. Les Berlinois peuvent désormais prendre le U-Bahn sans crainte, sans se rendre compte des horreurs qui se trouvaient autrefois sous leurs pieds. Mais pour moi, l'obscurité est toujours là, une compagne silencieuse qui me rappelle la ligne fragile entre le connu et l'inconnu, le sûr et le périlleux. Et bien que je ne puisse jamais échapper complètement à son emprise, je porte l'espoir qu'en exposant le mal, j'ai aidé à garder les ténèbres à distance, ne serait-ce que pour un petit moment. L'odeur de l'urine viciée et le cliquetis rythmé des roues de train contre les rails métalliques sont devenus mes compagnons de tous les instants. En tant que journaliste, j'ai navigué dans les bas-fonds miteux de New York pendant des années, mais cette histoire a enfoncé ses griffes profondément dans ma psyché. Je m'appelle Sarah Johnson et je suis à la poursuite d'un fantôme, d'un tueur qui s'attaque aux âmes imprudentes, qui traverse les veines d'acier et de béton de la ville. Le premier corps a été retrouvé par un mercredi matin humide, entassé derrière un distributeur automatique sur le quai à destination de Coney Island. Une jeune femme, le visage figé dans un masque de terreur, la gorge tranchée, le sang étalé sur le carrelage. Les tabloïds de la ville, y compris celui pour lequel j'écris, se sont donnés à cœur joie. Le slasher du métro frappe encore, hurlaient les gros titres. Mais pour moi, c'était plus qu'un simple titre macabre. C'était le début d'une obsession. Les meurtres ont suivi un schéma plus brutal les uns que les autres, chaque victime n'étant qu'un simple passager, pas différent de vous ou de moi.
La police était perplexe, ses pistes se refroidissant à mesure que le nombre de morts augmentait. J'avais besoin de trouver des réponses, pas seulement pour l'histoire, mais pour apaiser la peur qui me rongeait à chaque fois que je montais dans un train. Mon enquête a commencé avec les survivants, ceux qui avaient eu la chance ou l'intelligence de s'échapper. Leurs histoires ont dépeint l'image d'une ombre, un aperçu fugace d'une silhouette dans la périphérie. La peur et l'incertitude s'accrochaient à eux, leurs yeux s'élançant autour d'eux, comme si les murs même de leur maison pouvaient les trahir. J'ai rassemblé leurs histoires, chacune étant une pièce de puzzle qui s'ajoutait à la mosaïque obsédante du modus operandi du tueur. Parmi les survivants se trouvait Emily, une étudiante qui avait réussi à repousser l'agresseur avec un couteau de poche. Son récit était glaçant. Le tueur s'était approché d'elle par derrière, la lame scintillant sous les faibles lumières du métro. Elle s'était défendue, ses cris résonnant dans la gare déserte, jusqu'à ce que le tueur s'enfuit, la laissant ensanglantée mais vivante. Sa description était vague, des vêtements sombres, une capuche cachant son visage, mais c'était quelque chose. La piste m'a conduit à un nom chuchoté parmi les survivants, John Doe. Un homme aux traits indiscernables, un fantôme dans la foule. La police n'avait rien sur lui, pas d'empreinte digitale, pas d'ADN. Il était un spectre, son identité un secret bien gardé. J'ai épluché les rapports de police, passé au peigne fin les images de surveillance, mais il est resté insaisissable. Le désespoir m'a poussé à rechercher ceux qui connaissaient les victimes, espérant que leur chagrin pourrait révéler de nouveaux indices. Les familles étaient réticentes à parler, leur douleur étant encore vive. Mais une mère, Madame Ramirez, s'est ouverte à moi. Son fils, Alex, avait été retrouvé de la même manière, la gorge tranchée, les yeux écarquillés de terreur. Elle m'a montré son journal, rempli de gribouillis sur un homme qu'il avait vu le regarder dans le train. C'était une percée, un mince fil reliant les victimes au-delà de leur manière de mourir. Mes recherches ont mis en évidence un modèle. John Doe choisissait ses victimes avec soin, les traquant pendant des jours, voire des semaines. Il s'est parfaitement fondu dans le décor de la ville, son visage étant un flou oubliable dans la mer de banlieusards. C'est alors que j'ai réalisé qu'il n'était pas un tueur au hasard, il était méticuleux, calculateur. Cette prise de conscience m'a glacé au plus profond de moi-même. Une nuit, alors que je feuilletais mes notes dans le calme de mon appartement, j'ai entendu un bruit. Les cheveux de ma nuque se dressaient sur ma tête. Je me retournai et vis une ombre se glisser devant ma fenêtre. Mon sang s'est glacé. Étais-je le prochain? Mon enquête avait-elle fait de moi une cible? Je savais que je devais agir vite. J'ai contacté le détective Ramirez, l'enquêteur principal de l'affaire. C'était un vétéran grisonnant, le visage gravé de lignes d'inquiétude et de fatigue. Nous avons comparé nos notes, reconstitué le profil du tueur. Notre percée a eu lieu lorsque nous avons découvert un lien entre les victimes. Elles avaient toutes visité un bar particulier près de la station de métro quelques jours avant leur mort. Avec l'aide du détective Ramirez, j'ai réussi à retrouver un homme qui correspondait à notre profil. C'était un habitué du bar, un gars apparemment ordinaire, avec un sinistre secret. John Doe. Nous l'avons suivi, documentant ses mouvements. Il était rusé. Il regardait toujours par-dessus son épaule, mais il ne nous remarquait pas. Une nuit fatidique, alors qu'il descendait dans le métro, je l'ai suivi, le cœur battant dans ma poitrine. J'avais besoin de preuves, de quelque chose de concret pour le lier au meurtre. Dans l'ombre, je l'ai regardé s'approcher d'une jeune femme, la main glissée dans son manteau où je savais qu'il gardait son couteau. Je devais agir. Je m'avançais, la voix ferme malgré la terreur qui me traversait. « John Doe » ai-je appelé. Il se retourna, les yeux plissés. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Puis il s'est jeté sur moi, le couteau scintillant dans la pénombre. J'ai trébuché en arrière, tombant sur les rails. Le bruit d'un train qui approchait a rempli mes oreilles et je me suis levé, l'adrénaline alimentant mes mouvements. J'ai réussi à remonter sur le quai juste au moment où le train passait en rugissant, son vent fouettant mes vêtements. John Doe était parti, mais j'avais vu son visage. C'était assez. Je me suis précipité au poste de police le plus proche, le cœur dans la gorge. Le détective Ramirez a pris ma déposition et une chasse à l'homme s'est ensuivie.
John Doe a été capturé en quelques jours. Son règne de terreur a pris fin. La ville a poussé un soupir de soulagement, mais mon calvaire était loin d'être terminé. Je vivais dans la peur constante, vérifiant par-dessus mon épaule, fermant mes portes à double tour. Le traumatisme de cette nuit-là me hantait, une ombre se cachant aux confins de ma vision. J'avais traduit un tueur en justice, mais à un prix personnel élevé. John Doe était emprisonné, mais son visage hantait mes rêves. J'avais survécu, mais j'étais changé à jamais. Le métro, autrefois un simple moyen de transport, était devenu un lieu de cauchemar. J'ai continué mon travail, mais avec une prudence retrouvée, les cicatrices de ma rencontre avec l'obscurité, me rappelant constamment la ligne mince entre prédateur et proie. La routine du métro de São Paulo ressemblait à première vue à une symphonie mécanique d'acier et d'électricité. Mais pour moi, Marcos Silva, agent de sécurité dans le métro, le rythme de chaque journée devenait de plus en plus troublant. Mon voyage pour découvrir un réseau de trafic d'êtres humains utilisant les tunnels souterrains comme voie de transport secrète a été plus terrifiant que tout cauchemar que j'aurais pu imaginer. Dans les premiers jours, j'ai remarqué des schémas étranges et inquiétants. Une augmentation des disparitions dans les zones proches des tunnels de service. L'analyse des dossiers a révélé une coïncidence troublante. Quelque chose n'allait pas, et les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter d'une manière sombre. Le métro, qui aurait dû être un lieu de transit quotidien, s'est transformé en un labyrinthe de mystères et de dangers. La décision d'enquêter par moi-même a été prise sans tambour ni trompette. Je savais que je devais garder le secret, surtout de l'administration et de la police. La peur d'être démasqué et de compromettre l'opération était une ombre constante sur moi. Pendant mes quarts de nuit, j'ai commencé à remarquer de petits détails étranges. Des marques de pneus à des endroits où les véhicules ne devraient pas être, et des pistes inhabituelles qui s'écartent des chemins normaux. La première fois que je suis entré dans les tunnels de service avec une lampe de poche, l'obscurité était oppressante et le silence n'était rompu que par l'écoulement occasionnel de l'eau des tuyaux. Les murs étaient couverts de crasses et de toiles d'araignée et le sentiment d'être observé était presque palpable. Chaque pas que je faisais semblait me reprocher et la pression de trouver quelque chose de réel me faisait accélérer le pas. L'odeur dans les tunnels était forte, un mélange de moisissure et d'une odeur chimique qui m'a fait douter de la sécurité de l'environnement. Mes mains tremblaient légèrement alors que je cherchais des signes d'activité. Le bruit de pas pressés et de voix étouffées venant d'une direction lointaine m'a fait battre le cœur. J'ai suivi le son avec prudence, restant dans l'ombre, chaque mouvement étant une tentative désespérée d'éviter d'être détecté. Finalement, mes efforts ont porté leurs fruits. Dans l'une des zones les plus cachées des tunnels, j'ai trouvé une vieille porte en acier avec des signes récents d'entrée forcée. La porte était entr'ouverte et à travers la fissure, j'ai vu un couloir faiblement éclairé. L'adrénaline montait dans mes veines alors que j'avançais prudemment. L'environnement était rempli de boîtes et de sacs, et l'odeur de moisissure et de produits chimiques était écrasante. Puis, j'ai vu quelque chose qui m'a fait arrêter le cœur. Une jeune femme était attachée à une chaise, avec un regard de panique dans les yeux. Les environs étaient équipés d'outils qui n'étaient manifestement pas utilisés pour l'entretien de routine. La scène qui s'est déroulée devant moi a confirmé mes pires craintes. Un réseau de trafic d'êtres humains opérant sous la ville. Avant que je puisse agir, j'ai entendu des voix s'approcher. La panique et la prudence se sont mélangées alors que j'essayais de trouver un endroit où me cacher. Les criminels sont arrivés et d'après ce que j'ai pu entendre, ils étaient dirigés par un homme nommé Ricardo, qui semblait être le cerveau derrière cette horrible opération. Lui et ses complices discutaient de la prochaine livraison et des itinéraires qu'ils devaient emprunter. Le cœur battant la chamade et une détermination farouche, j'ai décidé que je devais essayer de libérer la victime. D'un mouvement rapide, j'ai essayé de la détacher. Elle m'a regardé avec un mélange de soulagement et de peur, mais le bruit a attiré l'attention des trafiquants. Avant que j'aie pu terminer la tâche,
ils sont entrés dans la pièce et m'ont vu. La sensation de panique était écrasante lorsque j'ai été capturé et emmené dans une pièce sombre où les criminels ont commencé à m'interroger. L'environnement était froid et humide et la peur était palpable. La pression sur moi était intense et je savais que ma seule chance de sauver la jeune femme était de m'échapper et d'alerter la police. À chaque question et menace, mon désespoir grandissait, mais je gardais mon sang-froid, essayant de mémoriser chaque détail que je pourrais rapporter plus tard. Mon évasion a été un acte de pure chance et de détermination. Pendant que les ravisseurs étaient distraits, j'ai réussi à me libérer des cordes. À l'aide de certains des outils disponibles, j'ai neutralisé 2 des ravisseurs et je me suis enfui par les tunnels. L'obscurité semblait avaler tous mes sens et le sentiment d'être poursuivi était constant. À chaque coin de rue, je m'attendais à trouver une nouvelle menace, mais j'ai continué, espérant trouver une sortie. Quand j'ai finalement émergé à la surface, j'étais épuisé et submergé. J'ai immédiatement contacté la police et j'ai fourni tous les détails dont je me souvenais. L'opération de sauvetage a été rapide et efficace, avec une équipe spécialisée qui a fait une descente dans la cachette des trafiquants peu de temps après. L'opération a été couronnée de succès et plusieurs victimes ont été secourues. Ricardo et ses associés ont été arrêtés et le réseau a été démantelé. Les victimes ont été emmenées pour des soins médicaux et un soutien psychologique, et leur vie a lentement commencé à se reconstruire. Grâce à mon courage et à ma détermination, j'ai été promu au sein de la société de métro. Mais l'honneur de la promotion n'a pas effacé le traumatisme et l'horreur dont j'ai été témoin. L'expérience a laissé de profondes cicatrices dans mon esprit, et le souvenir de cris étouffés et de visages terrifiés me hante encore. Les souvenirs des tunnels et des scènes horribles restent vifs, un rappel constant des horreurs qui se cachent sous la surface de notre vie quotidienne. La ville a continué son rythme et la vie a continué, mais pour moi, le monde souterrain du métro de São Paulo ne serait plus jamais le même. Les tunnels, qui n'étaient autrefois que des passages de routine, portaient désormais un poids sombre, un rappel constant des horreurs cachées sous la surface de notre vie quotidienne. Je m'appelle Michael Smith et j'ai toujours eu un penchant pour l'étrange et l'inhabituel. C'était mon dernier jour à Moscou, une ville que j'avais appris à admirer pour son histoire et son architecture grandiose. Ma guide, Olga, avait mentionné une vieille station de métro abandonnée à la périphérie de la ville, une relique d'une époque révolue qui avait été scellée il y a des années. Avec un mélange de curiosité et de bravade, j'ai décidé d'explorer ce coin oublié de Moscou. J'étais loin de me douter que mon excursion me mènerait à une rencontre cauchemardesque au passé sombre. La station, connue des habitants sous le nom de Zariadie, faisait partie d'un grand projet au début du XXe siècle. Il était censé être un centre de progrès et de connectivité, mais la construction avait été gâchée par des tragédies. Alors que je me promenais dans les rues labyrinthiques de la ville, le brouillard glacial semblait me suivre, amplifiant mon sentiment d'appréhension. J'atteignis l'entrée de la gare, une porte rouillée à peine visible dans la pénombre tombante. Poussant la porte, je suis descendu dans les entrailles de la gare. L'air était épais d'une odeur de décomposition et d'eau stagnante. Ma lampe de poche clignotait par intermittence, projetant des ombres étranges sur les murs couverts de graffitis. Plus je m'aventurais profondément, plus je ressentais une sensation étrange, comme si je n'étais pas seul. J'avais entendu des rumeurs sur l'histoire sombre de la station, sur le nombre d'ouvriers qui avaient péri pendant sa construction en raison d'accidents, de conditions dangereuses et de négligence pure et simple. Leurs esprits, selon les histoires, s'attardaient, cherchant à se venger de leur mort prématurée. J'avais toujours été sceptique à l'égard des histoires de fantômes, mais ce qui m'attendait dans ces tunnels était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Tandis que je me promenais dans la gare abandonnée, le silence obsédant était périodiquement interrompu par le bruit lointain de l'eau qui coule et le faible écho de mes propres pas. Je suis tombé sur une salle de contrôle qui semblait avoir été figée dans le temps. Des leviers rouillés et des panneaux fissurés étaient éparpillés,
et un courant d'air glacial semblait émaner des coins sombres. C'est à ce moment-là que je les ai entendus pour la première fois, les gémissements sourds et lugubres qui semblaient provenir des murs mêmes. Un frisson soudain m'a parcouru le dos. Je me suis retourné, et les ombres se sont fondues en formes vagues et déformées. Les fantômes des ouvriers sont apparus devant moi. Leurs formes translucides se tordaient à l'agonie. Au premier rang se trouvait une silhouette qui semblait commander aux autres. Un homme au visage sévère, avec une expression de colère et de chagrin. Je l'ai appris plus tard qu'il s'appelait Ivan. La présence d'Ivan était écrasante. Il s'avança vers moi, les yeux brûlants d'une fureur muette. Sa main tendue semblait traverser le voile de la réalité, et je pouvais sentir une étreinte glacée se resserrer autour de ma poitrine. La panique m'a envahi lorsque j'ai trébuché en arrière, ma lampe de poche vacillant sauvagement. Les autres esprits se rapprochèrent, leurs voix se fondant dans une cacophonie de tourments. Désespéré de m'échapper, j'ai couru à travers les tunnels sinueux, chaque tournant révélant davantage la sombre histoire de la station. Les murs étaient ornés de peintures murales délavées, représentant des scènes de construction, des scènes aujourd'hui entachées par la souffrance de ceux qui les avaient construites. J'étais poursuivi par les apparitions, dont les gémissements résonnaient dans les couloirs vides. L'obscurité semblait s'abattre sur moi, et je pouvais à peine voir où j'allais. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai tourné un coin et que je me suis retrouvé dans ce qui semblait être une zone d'entretien. La porte donnant sur l'extérieur était en vue, mais elle était verrouillée. Les fantômes se rapprochaient, leurs cris lugubres devenant plus forts. J'essayais désespérément de forcer l'ouverture de la porte, mes mains tremblantes alors que je tâtonnais avec la serrure. Au moment où je sentais le contact froid de la main d'Ivan sur mon épaule, la porte s'ouvrit en grinçant. Je sortis dans la nuit, l'air frais contrastant fortement avec l'atmosphère oppressante de la gare. Ma respiration s'est arrêtée en dents de scie alors que je m'enfuyais à travers les rues désertes pour retourner à mon hôtel. Les visions obsédantes des esprits persistaient dans mon esprit, leurs visages gravés d'un mélange de rage et de désespoir. J'ai finalement atteint ma chambre d'hôtel, mais le sommeil m'a échappé. Le souvenir des cris angoissés des esprits et du regard froid et vengeur d'Ivan hantait mes pensées. Je savais que je ne pourrais jamais retourner à Moscou. Les dessous sombres de la ville s'étaient révélés à moi, et je me suis retrouvé avec un profond sentiment d'effroi et une peur inébranlable de l'inconnu. Je suis retourné aux États-Unis, mais l'expérience m'a laissé des cicatrices. Les échos de la gare abandonnée hantaient mes rêves, et la pensée de ces esprits vengeurs restait un rappel effrayant de ma rencontre. J'ai juré de ne plus jamais remettre les pieds en Russie, car les fantômes de Zariadier avaient clairement montré qu'il valait mieux laisser certains endroits intacts. Le poids oppressant de cette expérience est resté avec moi longtemps après mon départ de Moscou. J'ai toujours été fasciné par le macabre, mais rien n'aurait pu me préparer au cauchemar vivant que j'ai rencontré dans cette gare abandonnée. L'esprit des ouvriers, poussé par leurs tourments et leurs trahisons, avait laissé une marque dans mon âme, un rappel obsédant de l'obscurité qui persiste dans les coins oubliés du monde. La nuit parisienne avait un charme particulier, un mélange d'histoire ancienne et de dynamisme moderne. Le bourdonnement de la ville au-dessus contrastait fortement avec le calme et l'étrangeté des tunnels du métro en dessous. Moi, Claire Martin, étudiante en littérature à la Sorbonne, je me suis souvent perdu dans le monde des livres. Pourtant, ce soir, j'étais mêlé à un mystère bien plus terrifiant et réel que n'importe quelle fiction. Pierre Dubois, mon ami le plus proche, avait disparu sans laisser de traces. Il a été vu pour la dernière fois entrant dans la station de métro Châtelet. Les jours se sont transformés en semaines et sa disparition est devenue un vide rongeant dans ma vie. L'enquête policière s'était retrouvée dans une impasse, leur manque d'urgence étant frustrant. Poussé par un besoin désespéré de réponse, j'ai décidé de prendre les choses en main. Pierre et moi avions partagé une passion pour l'écrit, passant d'innombrables heures à débattre de littérature et de philosophie. Il était le genre de personne qui illuminait une pièce par sa présence,
son absence étant maintenant un gouffre béant. Je ne pouvais pas le laisser devenir une autre statistique de personnes disparues. J'ai retracé les derniers pas connus de Pierre, à partir de Châtelet. La gare était animée comme d'habitude, mais un air troublant s'y accrochait maintenant. J'ai commencé à interroger les vendeurs et les navetteurs réguliers. La plupart étaient dédaigneux, mais quelques-uns se souvenaient d'avoir vu Pierre. Un homme âgé, un musicien de rue régulier, a mentionné quelque chose d'étrange. Il avait vu Pierre parler à un homme en manteau sombre, quelqu'un qu'il n'avait jamais vu auparavant. Plus j'approfondissais, plus le tableau devenait inquiétant. Des rumeurs circulaient au sujet d'un gang qui opérait dans le métro, s'attaquant aux passagers sans méfiance. Ces rumeurs indiquaient l'existence d'un sinistre réseau impliqué dans la traite des êtres humains et le prélèvement d'organes. Cela semblait trop horrible pour être vrai, mais les fragments d'informations que j'ai recueillis ont commencé à former un récit cohérent et terrifiant. J'ai passé d'innombrables nuits dans le métro, à observer, à écouter. L'environnement qui semblait autrefois banal semblait maintenant palpiter de menaces cachées. Ma persévérance a porté ses fruits lorsque j'ai remarqué une tendance. Certains trains, toujours tard dans la nuit, faisaient des arrêts imprévus sur des quais obscurs et abandonnés. Ces plateformes, oubliées du public, sont devenues mon centre d'intérêt. Une nuit, j'ai suivi l'un de ces trains, me fondant dans l'ombre. Le train s'est arrêté sur un quai qui n'est répertorié sur aucune carte actuelle, un vestige étrange et délabré d'une époque révolue. Je me suis glissé hors du train et dans l'ombre, le cœur battant. Alors que je me faufilais dans l'obscurité, je suis tombé sur une scène horrible. Dans une salle faiblement éclairée, les gens étaient retenus, les yeux écarquillés de peur. Des hommes portant des masques chirurgicaux et des tabliers se déplaçaient avec une froide précision, extrayant des organes de leurs victimes sans défense. L'ampleur de l'opération était stupéfiante. Ce n'était pas une simple bande, il s'agissait d'une opération à l'échelle industrielle. L'horreur et la rage m'ont envahi. Parmi les captifs, j'ai repéré Pierre. Il était inconscient, branché à une myriade de tubes et de machines. Mon cœur souffrait à la vue de mon ami dans un tel état de vulnérabilité. Je devais agir, mais j'étais en infériorité numérique et sans armes. Alors que je réfléchissais à mon prochain mouvement, une main s'est serrée sur ma bouche, m'entraînant dans l'ombre. J'ai lutté jusqu'à ce qu'une voix siffle dans mon oreille. « Calme-toi, je suis là pour t'aider. » C'était le détective Jean Leclerc, un flic infiltré qui avait infiltré les gangs. Il enquêtait sur cette opération depuis des mois, et mes actions imprudentes avaient failli faire sauter sa couverture. Jean et moi avons élaboré un plan. Il créait une distraction, me permettant de libérer Pierre et les autres captifs. C'était un pari désespéré, mais nous n'avions pas d'autre choix. Jean a déclenché une série de petites explosions, provoquant le chaos et entraînant les hommes de main du gang. Je me précipitais aux côtés de Pierre, le déconnectant frénétiquement des machines. Il était à peine conscient, son corps affaibli par le traumatisme. Avec une force alimentée par l'adrénaline, je l'ai aidé, lui et les autres, à se relever. Nous avons avancé rapidement, nous glissant à travers le chaos vers une sortie de secours que Jean avait indiquée. Notre évasion était périlleuse. Le gang était en plein désarroi, mais pas vaincu. Nous avons été poursuivis à travers les tunnels labyrinthiques, le bruit des pas et des cris résonnant de manière inquiétante. Au moment où nous atteignions la sortie, un coup de feu a retenti et m'a effleuré le bras. La douleur me traversait, mais j'ai persévéré, alimenté par le besoin de mettre Pierre en sécurité. Nous avons éclaté dans la nuit, trébuchant dans les bras des policiers qui nous attendaient. Jean avait appelé des renforts et les autorités sont rapidement descendues dans la chambre souterraine, arrêtant les membres du gang et mettant fin à l'opération. Pierre a été transporté d'urgence à l'hôpital et je me suis effondré d'épuisement et de soulagement. L'épreuve m'a changé irrévocablement. J'avais fait face à une obscurité dont j'ignorais l'existence et cela a laissé une cicatrice sur mon âme. Pierre a survécu, mais le traumatisme a persisté, une ombre sur nos vies. L'expérience a déclenché en moi une détermination farouche. Je ne pouvais pas laisser d'autres subir le même sort. Je me suis consacré à dénoncer et à combattre la traite des êtres humains,
et les prélèvements d'organes. Mes études sont passées de la littérature au droit et à la criminologie. Je suis devenu une militante, travaillant sans relâche pour sensibiliser le public et faire pression pour des lois et une application plus stricte contre ces crimes odieux. Jean et moi sommes restés en contact, notre expérience commune forgeant un lien de compréhension tacite. La convalescence de Pierre fut lente mais régulière. Il a canalisé son épreuve dans ses écrits, créant des histoires qui font écho à notre expérience déchirante. Nous avons trouvé du réconfort dans notre amitié, en nous soutenant mutuellement tout au long du processus de guérison. La vie à Paris a continué, mais la ville avait changé pour moi. Sous sa façade romantique se cachait une obscurité que je ne pourrais jamais oublier. Pourtant, j'ai aussi vu la résilience et la force de son peuple, ainsi que le pouvoir de la détermination et de la justice. J'ai juré de continuer à me battre, de protéger les personnes vulnérables et d'honorer la survie de Pierre avec un dévouement inébranlable. C'est ainsi que mon voyage, qui a commencé par la recherche d'un ami disparu, s'est transformé en une croisade de toute une vie contre les ombres qui se cachent sous la surface de la société. Le métro parisien, autrefois symbole de la vie quotidienne, est devenu un rappel des batailles cachées qui se déroulaient dans ses profondeurs. Mais il symbolisait également l'espoir, la résilience et la poursuite incessante de la justice. Je m'appelle Hans Müller et je suis un employé fidèle du U-Bahn de Berlin depuis plus de 15 ans. Je connais chaque station, chaque tunnel et chaque recoin caché de ce monde souterrain tentaculaire. Mais récemment, le monde familier et réconfortant du métro a pris une teinte plus sombre et plus sinistre. Tout a commencé par des chuchotements et des rumeurs parmi mes collègues selon lesquelles des personnes disparaissaient sans laisser de traces. Au début, je les considérais comme des légendes urbaines ou des histoires exagérées. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer les motifs moi-même. Des rapports sur des personnes disparues qui ont été vues pour la dernière fois entrant dans le métro, des symboles étranges griffonnés sur les murs de tunnels rarement utilisés, et le sentiment étrange que quelque chose m'observait dans l'ombre. Une nuit, après la fin de mon service, j'ai décidé d'enquêter. La gare était presque vide, les derniers trains étant partis depuis des heures. Armé de rien d'autre qu'une lampe de poche et de ma détermination, je me suis aventuré dans les tunnels labyrinthiques sous la ville. Le silence était oppressant, rompu seulement par le bourdonnement lointain de l'électricité et le goutte à goutte occasionnel de l'eau. Au fur et à mesure que j'approfondissais, j'ai commencé à remarquer davantage de symboles étranges, grossièrement dessinés dans ce qui ressemblait à du sang. Ils semblaient former un chemin, me menant plus loin dans les entrailles du métro. Mon cœur battait la chamade, un mélange de peur et de curiosité me poussant vers l'avant. Après ce qui m'a semblé être des heures à naviguer dans les tunnels tortueux, je suis tombé sur une chambre cachée. Le spectacle qui m'a accueilli était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Un groupe de silhouettes en robe se tenait en cercle, chantant dans une langue que je ne reconnaissais pas. Au centre du cercle se trouvait une jeune femme, ligotée et bâillonnée, les yeux écarquillés de terreur. Le chef du groupe, un homme à l'expression froide et cruelle, tenait un poignard de cérémonie en l'air, prêt à frapper. Je savais que je devais agir rapidement. Sans réfléchir, je me précipitai en avant, lui arrachant la dague des mains et attrapant la femme. Les membres de la secte furent momentanément étourdis, mais ils se remirent rapidement à leur poursuite et se mirent à leur poursuite. J'ai couru à travers les tunnels, les cris terrifiés de la femme résonnant autour de nous. D'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à leur échapper et à atteindre la surface. Une fois que nous étions en sécurité, j'ai appelé la police et je leur ai tout dit. Ils étaient sceptiques au début, mais les preuves étaient indéniables. Un raid a été mené et le culte a été démantelé. Franz, le chef, a été arrêté avec ses partisans. La jeune femme Lisa a été réunie avec sa famille et je suis devenu une sorte de héroïne locale. Mais l'expérience m'a profondément ébranlé. Les ombres qui ressemblaient autrefois à de vieux amis semblaient maintenant remplies de menaces.
et le bourdonnement familier du métro avait une nuance sinistre. Je n'ai pas pu échapper aux images de cette nuit-là. L'hôtel ensanglanté, les cultistes qui chantaient et le regard du mal pur dans les yeux de Franz. Je savais que je ne pouvais pas rester à Berlin. La ville qui avait été ma maison pendant si longtemps ressemblait maintenant à une prison. J'ai donc fait mes valises et je suis parti, espérant trouver un semblant de paix et de normalité ailleurs. Mais même maintenant, dans les moments de calme, je peux encore entendre les murmures de la secte et sentir le poids de l'obscurité qui se cache sous la surface. Tout a commencé de manière assez anodine, juste quelques rapports de personnes disparues qui ont à peine atteint les dernières pages des journaux locaux. En l'espace de quelques mois cependant, les disparitions sont devenues plus fréquentes et les victimes ont partagé un point commun effrayant. Elles ont été vues pour la dernière fois entrant dans le U-Bahn. Au début, ces incidents semblaient aléatoires, des coïncidences malheureuses qui pourraient être attribuées au danger de n'importe quelle grande ville métropolitaine. Mais ensuite, un modèle a commencé à émerger. Mes collègues et moi avons commencé à remarquer des événements étranges pendant nos quarts de travail tard le soir. Les graffitis, qui semblaient d'abord être du vandalisme typique, ont pris un ton plus sombre et plus sinistre. Des symboles et des formes qui ne sont pas sans rappeler ceux que l'on trouve dans les vieux grimoires ou les manuels de sorcellerie ont commencé à apparaître sur les murs des tunnels déserts. Le sentiment de malaise qui s'était installé chez les employés du U-Bahn devenait de plus en plus palpable chaque jour qui passait. Un soir, après des semaines de malaise, j'ai décidé de prendre les choses en main. L'air était épais d'humidité et un lourd silence couvrait la station, tandis que je marchais sur toute sa longueur, lampe de poche à la main. Les derniers trains étaient arrivés et partis, et les seuls bruits étaient le bourdonnement lointain des fils électriques et le goutte à goutte occasionnel de l'eau des tuyaux qui fuyaient. Les symboles, je les remarquais, devenaient plus fréquents et détaillés au fur et à mesure que je m'aventurais plus profondément. C'était comme s'ils me guidaient quelque part, qu'ils me conduisaient au cœur des ténèbres qui se cachaient sous la surface animée de Berlin. Les parois du tunnel semblaient se refermer sur moi, l'air devenant plus froid et plus oppressant à chaque pas. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité à marcher, je suis tombé sur une chambre cachée. La faible lumière de ma lampe de poche a révélé une scène horrible. Un groupe de silhouettes en robe se tenait en cercle serré, la tête baissée alors qu'elle chantait dans une langue gutturale et ancienne. Au centre du cercle, une jeune femme était allongée, ligotée et bâillonnée sur un autel de pierre, les yeux écarquillés de terreur et les larmes coulant sur son visage. Le chef du groupe, un homme de grande taille, avec une aura d'autorité et de malice, tenait un poignard de cérémonie au-dessus de sa tête, prêt à le plonger dans son cœur. Mon souffle s'est pris dans ma gorge. Pendant un moment, j'ai été paralysé par la peur, incapable de bouger ou d'émettre un son. Mais ensuite, une poussée d'adrénaline a coulé dans mes veines et j'ai su que je devais agir. Sans réfléchir, je me précipitais en avant et plaquais sur le chef, en voyant le poignard s'entrechoquer au sol. Les cultistes, pris au dépourvu, ont hésité une fraction de seconde avant de se jeter sur moi. Dans le chaos qui s'en est suivi, j'ai réussi à détacher la femme et à la tirer sur ses pieds. Nous nous sommes enfuis à travers les tunnels labyrinthiques, les cris des sectaires résonnant derrière nous. Mon cœur battait dans mes oreilles et mes poumons brûlaient d'effort, mais nous avons réussi à garder une longueur d'avance sur nos poursuivants. Nous avons fait irruption sur le quai d'une gare abandonnée et j'ai rapidement trouvé un téléphone fonctionnel pour appeler la police. Je leur ai tout raconté, des disparitions aux symboles en passant par le rituel dont j'avais été témoin. Les officiers qui sont arrivés étaient sceptiques, leurs expressions dubitatives en écoutant mon histoire. Mais lorsqu'ils virent l'état de la jeune femme et les preuves dans les tunnels, leur scepticisme céda la place à une sombre détermination. Un raid massif a été lancé et le culte a finalement été démantelé. Franz, le chef, a été arrêté avec ses partisans. Les autorités ont découvert une mine de preuves, des textes anciens, des outils rituels et des enregistrements des sacrifices qu'ils avaient effectués. La jeune femme, Lisa,
a été réuni avec sa famille et j'ai été salué comme une héroïne par la presse locale. Mais l'expérience m'a fait des ravages. Les ombres qui ressemblaient autrefois à de vieux amis semblaient maintenant remplies de menaces, et le bourdonnement familier du métro avait une nuance sinistre. Je n'ai pas pu échapper aux images de cette nuit-là. L'hôtel ensanglanté, les cultistes qui chantaient et le regard du mal pur dans les yeux de Franz. Le sommeil est devenu un refuge fugace et insaisissable, hanté par des cauchemars de tunnels sombres et des chants en écho. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, je me suis retrouvé dans l'incapacité de continuer à travailler dans le U-Bahn. Les quais de la gare, autrefois un lieu de routine et de confort, me semblaient maintenant au bord d'un abîme, prêt à m'engloutir tout entier. Les visages des passagers se brouillaient, chacun étant une menace potentielle, chaque ombre une cachette pour la malveillance. Je savais que je ne pouvais pas rester à Berlin. La ville, qui avait été ma maison pendant si longtemps, ressemblait maintenant à une prison. Ses rues et ses points de repère familiers teintés par l'obscurité que j'avais découverte. Alors, le cœur lourd, j'ai fait mes valises et je suis parti, espérant trouver un semblant de paix et de normalité ailleurs. Mais même maintenant, alors que j'essaye de reconstruire ma vie loin du U-Bahn, les ombres de cette nuit s'accrochent encore à moi. Dans les moments de calme, j'entends encore les murmures du culte et je ressens le poids de l'obscurité qui se cache sous la surface. L'expérience m'a changé irrévocablement. Un rappel que le mal peut s'envenimer dans les endroits les plus banals, cachés à la vue de tous. Les Berlinois peuvent désormais prendre le U-Bahn sans crainte, sans se rendre compte des horreurs qui se trouvaient autrefois sous leurs pieds. Mais pour moi, l'obscurité est toujours là, une compagne silencieuse qui me rappelle la ligne fragile entre le connu et l'inconnu, le sûr et le périlleux. Et bien que je ne puisse jamais échapper complètement à son emprise, je porte l'espoir qu'en exposant le mal, j'ai aidé à garder les ténèbres à distance, ne serait-ce que pour un petit moment. L'odeur de l'urine viciée et le cliquetis rythmé des roues de train contre les rails métalliques sont devenus mes compagnons de tous les instants. En tant que journaliste, j'ai navigué dans les bas-fonds miteux de New York pendant des années, mais cette histoire a enfoncé ses griffes profondément dans ma psyché. Je m'appelle Sarah Johnson et je suis à la poursuite d'un fantôme, d'un tueur qui s'attaque aux âmes imprudentes, qui traverse les veines d'acier et de béton de la ville. Le premier corps a été retrouvé par un mercredi matin humide, entassé derrière un distributeur automatique sur le quai à destination de Coney Island. Une jeune femme, le visage figé dans un masque de terreur, la gorge tranchée, le sang étalé sur le carrelage. Les tabloïds de la ville, y compris celui pour lequel j'écris, se sont donnés à cœur joie. Le slasher du métro frappe encore, hurlaient les gros titres. Mais pour moi, c'était plus qu'un simple titre macabre. C'était le début d'une obsession. Les meurtres ont suivi un schéma plus brutal les uns que les autres, chaque victime n'étant qu'un simple passager, pas différent de vous ou de moi. La police était perplexe, ses pistes se refroidissant à mesure que le nombre de morts augmentait. J'avais besoin de trouver des réponses, pas seulement pour l'histoire, mais pour apaiser la peur qui me rongeait à chaque fois que je montais dans un train. Mon enquête a commencé avec les survivants, ceux qui avaient eu la chance ou l'intelligence de s'échapper. Leurs histoires ont dépeint l'image d'une ombre, un aperçu fugace d'une silhouette dans la périphérie. La peur et l'incertitude s'accrochaient à eux, leurs yeux s'élançant autour d'eux, comme si les murs même de leur maison pouvaient les trahir. J'ai rassemblé leurs histoires, chacune étant une pièce de puzzle qui s'ajoutait à la mosaïque obsédante du modus operandi du tueur. Parmi les survivants se trouvait Emily, une étudiante qui avait réussi à repousser l'agresseur avec un couteau de poche. Son récit était glaçant. Le tueur s'était approché d'elle par derrière, la lame scintillant sous les faibles lumières du métro. Elle s'était défendue, ses cris résonnant dans la gare déserte, jusqu'à ce que le tueur s'enfuit, la laissant ensanglantée mais vivante. Sa description était vague, des vêtements sombres, une capuche cachant son visage, mais c'était quelque chose. La piste m'a conduit à un nom chuchoté parmi les survivants, John Doe.
Un homme aux traits indiscernables, un fantôme dans la foule. La police n'avait rien sur lui, pas d'empreinte digitale, pas d'ADN. Il était un spectre, son identité un secret bien gardé. J'ai épluché les rapports de police, passé au peigne fin les images de surveillance, mais il est resté insaisissable. Le désespoir m'a poussé à rechercher ceux qui connaissaient les victimes, espérant que leur chagrin pourrait révéler de nouveaux indices. Les familles étaient réticentes à parler, leur douleur étant encore vive. Mais une mère, Madame Ramirez, s'est ouverte à moi. Son fils, Alex, avait été retrouvé de la même manière, la gorge tranchée, les yeux écarquillés de terreur. Elle m'a montré son journal, rempli de gribouillis sur un homme qu'il avait vu le regarder dans le train. C'était une percée, un mince fil reliant les victimes au-delà de leur manière de mourir. Mes recherches ont mis en évidence un modèle. John Doe choisissait ses victimes avec soin, les traquant pendant des jours, voire des semaines. Il s'est parfaitement fondu dans le décor de la ville, son visage étant un flou oubliable dans la mer de banlieusards. C'est alors que j'ai réalisé qu'il n'était pas un tueur au hasard, il était méticuleux, calculateur. Cette prise de conscience m'a glacé au plus profond de moi-même. Une nuit, alors que je feuilletais mes notes dans le calme de mon appartement, j'ai entendu un bruit. Les cheveux de ma nuque se dressaient sur ma tête. Je me retournai et vis une ombre se glisser devant ma fenêtre. Mon sang s'est glacé. Étais-je le prochain? Mon enquête avait-elle fait de moi une cible? Je savais que je devais agir vite. J'ai contacté le détective Ramirez, l'enquêteur principal de l'affaire. C'était un vétéran grisonnant, le visage gravé de lignes d'inquiétude et de fatigue. Nous avons comparé nos notes, reconstitué le profil du tueur. Notre percée a eu lieu lorsque nous avons découvert un lien entre les victimes. Elles avaient toutes visité un bar particulier près de la station de métro quelques jours avant leur mort. Avec l'aide du détective Ramirez, j'ai réussi à retrouver un homme qui correspondait à notre profil. C'était un habitué du bar, un gars apparemment ordinaire, avec un sinistre secret. John Doe. Nous l'avons suivi, documentant ses mouvements. Il était rusé. Il regardait toujours par-dessus son épaule, mais il ne nous remarquait pas. Une nuit fatidique, alors qu'il descendait dans le métro, je l'ai suivi, le cœur battant dans ma poitrine. J'avais besoin de preuves, de quelque chose de concret pour le lier au meurtre. Dans l'ombre, je l'ai regardé s'approcher d'une jeune femme, la main glissée dans son manteau où je savais qu'il gardait son couteau. Je devais agir. Je m'avançais, la voix ferme malgré la terreur qui me traversait. John Doe, ai-je appelé. Il se retourna, les yeux plissés. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Puis il s'est jeté sur moi, le couteau scintillant dans la pénombre. J'ai trébuché en arrière, tombant sur les rails. Le bruit d'un train qui approchait a rempli mes oreilles et je me suis levé, l'adrénaline alimentant mes mouvements. J'ai réussi à remonter sur le quai juste au moment où le train passait en rugissant, son vent fouettant mes vêtements. John Doe était parti, mais j'avais vu son visage. C'était assez. Je me suis précipité au poste de police le plus proche, le cœur dans la gorge. Le détective Ramirez a pris ma déposition et une chasse à l'homme s'est ensuivie. John Doe a été capturé en quelques jours, son règne de terreur a pris fin. La ville a poussé un soupir de soulagement, mais mon calvaire était loin d'être terminé. Je vivais dans la peur constante, vérifiant par-dessus mon épaule, fermant mes portes à double tour. Le traumatisme de cette nuit-là me hantait, une ombre se cachant aux confins de ma vision. J'avais traduit un tueur en justice, mais à un prix personnel élevé. John Doe était emprisonné, mais son visage hantait mes rêves. J'avais survécu, mais j'étais changé à jamais. Le métro, autrefois un simple moyen de transport, était devenu un lieu de cauchemar. J'ai continué mon travail, mais avec une prudence retrouvée, les cicatrices de ma rencontre avec l'obscurité, me rappelant constamment la ligne mince entre prédateur et proie.